Yo tout le monde, ici je suis pas tout seul car aujourd'hui je suis accompagné de Mathieu. Salut Mathieu, comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Super. Et aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler de Joker Folia 2, ou plutôt Folia 2, ou selon le titre en VO qui est le même qu'en français du coup. Et donc avant cela, il faut savoir que Mathieu, tu as à peine découvert un peu l'univers un peu du film Joker, parce que tu as découvert le film mercredi dernier. Donc je pense que je donnerai un petit avis comme sur le premier, même si j'avais fait une critique à l'époque, mais ça commence à remonter, j'étais jeune et naïf. Et donc je te demande Mathieu, qu'est-ce que tu avais pensé du premier film? Alors oui c'est vrai du coup puisque j'ai commencé du coup à regarder Joker le premier mercredi, donc avant même, le jour même voilà, même la sortie du Joker 2, et du coup j'ai vu du coup Joker 2 le vendredi, donc 2 jours après, et c'est vrai que le premier Joker j'ai vachement été surpris, je m'attendais pas du tout à ça, et oui, j'ai vraiment aimé au final le film, dans l'ambiance même du personnage, un petit peu ce personnage ambigu et tout qu'on suit tout du long, et vraiment oui c'est vraiment un coup de cœur. Je peux vraiment dire que Joker 1 a vraiment été un coup de cœur pour ma part. Voilà. Ok. C'est vrai que c'était un projet extrêmement particulier à l'annonce de son arrivée, vu que c'était en plein pendant que l'univers DC était en train de partir en cacahuète avec des BVS, des Suicide Squad, etc. Et là un jour on t'annonce un film Elseworld, en dehors de l'univers DC, sur le Joker, réalisé par le mec qui a fait Very Bad Trip. Donc, ouais. Tu dis c'est quoi ce bordel? Donc le film donnait beaucoup de doutes, et ensuite il y avait une annonce qui disait que Warner voulait DiCaprio dans le rôle. Okay. Donc là tu savais que c'était un truc à prendre au sérieux. Puis ils ont pris Joaquin Phoenix parce qu'à priori c'était lui qui était dans la tête du réalisateur. Donc au final le projet a vite repris du sérieux. On s'est dit ok, c'est pas un truc pour déconner quoi. Mais tant mieux que ce soit Joaquin Phoenix et pas DiCaprio. Je pense que DiCaprio aurait pas ramené le même aspect. Vraiment Joaquin Phoenix, ce que j'aime bien c'est vraiment son côté vraiment ambigu, et je trouve qu'il a du charisme à l'image. Vraiment, on sent que c'est un gars, il est fait pour ce rôle, vraiment. Oui, c'est ça, parce que dans les bandes annonces, tout le monde était convaincu, et puis le film est sorti, giga succès, premier film rated R à passer le milliard au box-office, et l'Oscar pour Joaquin Phoenix, l'Oscar pour la musique également, je crois que c'est que ces Oscars-là, c'est déjà pas mal. Ce qui fait que le Joker est l'un de ces rares personnages qui a été oscarisé 2 fois, avec la performance de Heath Ledger dans The Dark Knight qui a eu l'Oscar à titre posthume, et maintenant Joaquin Phoenix. Et c'est vrai que c'est un film qui est très particulier parce que moi le Joker, pour moi le Joker il ne doit pas avoir d'origin story en principe, parce que quand on connaît le personnage du comics, le Joker c'est un personnage qui n'a pas d'identité, genre on sait pas qui il est, c'est un peu une sorte d'entité, de figure. Et il y a un excellent comics qui a inspiré le film qui s'appelle Killing Joke, où en fait le Joker nous raconte son origine durant tout le comics, et à la fin il te dit qu'en fait c'est l'une des origines qu'il a dans sa tête en fait. C'est que même lui il sait pas qui il est en fait. Et donc j'avais peur qu'en faisant une origin story du personnage, on allait un peu tuer le côté mystère, mysticisme du personnage, qui est quand même le méchant le plus culte des comics, ennemi de Batman, etc. Et au fait, j'ai trouvé que le film était assez intelligent sur ce côté, on suit un mec qui s'appelle Arthur Fleck, mais même lui, au final, ne sait pas d'où il vient. Même lui, pendant tout le film, il se demande si sa mère est vraiment sa mère, s'il a été battu, si son père c'est Thomas Wayne, la famille Wayne, etc. S'il est peut-être le frère de Batman. Donc au final, le côté puzzle, ils ont réussi à le garder dans le film, et même durant tout le film. C'était ça qui était intéressant avec le premier, et qui peut-être est un peu anéanti par le deuxième, c'était l'ambiguïté de plein de séquences. C'est est-ce qu'il a tué sa voisine, ou est-ce qu'il l'a pas tué? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il n'était pas dans un hôpital durant tout le film, en fait? Et c'était ça qui était intéressant avec ce film-là, c'était que c'était un puzzle géant. C'est qu'on pouvait... La moitié des scènes pouvaient être des rêves, l'autre moitié pouvait être réelle. Et donc, en dehors de ça, il y avait ce côté, moi j'ai beaucoup aimé le film également dans la mise en scène, le jeu de couleurs, verdâtre, orangé, le côté Gotham, début années 80, un peu la Scorsese. J'ai adoré la direction artistique photographique. Attends, je sais plus ce que je raconte. Oui, la direction photographique, vraiment au niveau des couleurs, au niveau de la composition des images et tout, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et voilà, vraiment à des moments j'ai l'impression que c'était photographie, vraiment. Donc je trouve qu'il y avait vraiment eu un travail dessus, et du coup j'attendais beaucoup aussi pour le deuxième de ce côté-là. Surtout pour un film qui n'a coûté que 50 millions à l'époque, ce qui à l'échelle des blockbusters actuels n'est pas beaucoup. Et donc c'est aussi ça, c'est que Warner croyait pas beaucoup au film, et puis le film leur a été l'un de leurs plus rentables. Mais c'est vrai qu'avec le temps, moi j'avais beaucoup aimé le film, vraiment toute l'histoire, l'attachement au personnage, la DA évidemment, la musique qui était très bien aussi, qui méritait l'Oscar, et le fait qu'il y ait plein de séquences cultes qui ressortent, la scène des escaliers, quand il danse aux toilettes, etc. Et la fin avec la foule qui le sollicite. Et c'est un film qui est très complexe aussi sur le traitement de la maladie mentale, sur le traitement un peu de la société, c'est une critique de la société essentiellement. En fait, ça qui est intéressant avec Todd Phillips, c'est que ce mec-là qui a fait que des comédies entre guillemets, déjà il pense ce truc-là et tu fais what? Déjà, c'est particulier. Et en plus, en fait, c'est aussi ça le truc intéressant avec ce film, c'est que en vrai, ça pourrait être un film sur n'importe qui. Il a juste pris le Joker et c'est ça qui a ramené les gens pour raconter une histoire qu'il voulait raconter à la Scorsese. Et c'est ça qui m'a un peu déçu avec le temps.
quand j'ai découvert par exemple le film Taxi Driver, c'est que tu te rends compte qu'en fait le film il est pas si original que ça, c'est que ça s'inspire beaucoup de Taxi Driver et aussi de La Valse des Pantins, qui sont 2 films où c'est Robert De Niro d'ailleurs qui joue le rôle principal, qui justement est dans ce film-là en tant que hommage, je dirais, de ces gens-là, parce que c'est un film qui est très basé sur le cinéma de Scorsese. Et c'est pour ça que le film, je l'aurais peut-être qualifié de chef-d'œuvre, peut-être à sa sortie, à ma jeunesse, je sais pas, de grand film. En tout cas, c'est un film qui a marqué. Ça, c'est clair, ça a marqué la pop culture. Mais avec le temps, quand je vois les copies et quand je vois qu'en fait le film a quand même repris beaucoup d'éléments des films de Scorsese, je pense que c'est surtout un très bon film et j'ai peut-être pas l'idolâtrer comme beaucoup. Mais voilà, et du coup, personne ne voulait d'une suite à l'époque. Parce que le film se suffisait à lui-même, c'était un one-shot. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie d'une suite. Enfin, moi, je voyais pas forcément l'utilité d'avoir une suite. Bon, je savais que la suite, du coup, sortait au moment où je l'ai vu. Mais c'est vrai, on m'aurait dit qu'il n'y aurait eu qu'un seul film. Moi, ça m'aurait très bien allé. Et puis la fin, la fin finit un peu en apothéose. Donc, oui, pourquoi il y a un deuxième ? J'avoue que quand j'ai fini de regarder le 1, j'ai pas compris pourquoi ils sont partis sur un deuxième. Mais voilà. Oui, parce que le pognon, capitalisme, milliards au box-office. Et donc je pense essentiellement ça, c'est Todd Phillips et Joaquin Phoenix avec quelques idées en tête. A priori le film, ce que j'ai vu hier, le film en fait, l'idée du film vient d'un rêve qu'a eu Joaquin Phoenix, de ce que j'ai compris. Et a priori c'est plus lui qui a sollicité le fait de faire ce film, limite. Ce qui me surprend parce que Joaquin Phoenix c'est vraiment le gars qui fait que des films un peu auteurs, très underground, etc. Et il a jamais fait de suite dans sa carrière. C'est pour ça qu'il a toujours refusé les rôles dans le MCU. Parce que Marvel le voulait en Doctor Strange à une époque, mais lui il disait toujours non parce qu'il signe pas des contrats à long terme. Donc voir Joaquin Phoenix déjà faire une suite, déjà c'est neuf, c'est plutôt ça change d'habitude. Et puis Todd Phillips aussi qui ressent aussi cette idée de comédie musicale, ce qui fait que ce film, au début tout le monde s'en foutait, et puis il y a eu l'annonce de la comédie musicale qui fait ok, ils vont quand même essayer de sortir quelque chose de neuf et d'original, d'un peu rafraîchissant par rapport au premier, et par rapport à la sphère comic book, vu que ça reste une adaptation, un peu non avouée, de comics, vu que le film s'inspire quand même un peu de Killing Joke et de The Dark Knight Returns, la scène du talk show s'est inspirée de ce comics-là complètement, par exemple. Donc surtout en intégrant du coup dans cette suite le personnage de Harley Quinn joué par Lady Gaga, ce qui est quelque chose qui était presque inévitable parce que Todd Phillips a produit A Star Is Born et Bradley Cooper a produit Joker d'ailleurs. Donc c'était presque inévitable que Lady Gaga débarque en Harley Quinn, j'ai envie de dire. Et en vrai le film en était plutôt curieux, c'est le parti pris de la comédie musicale, un film duo. Donc voilà, et puis le film se fait démonter. Et déjà, ils ont commis l'erreur de le rediffuser à la Mostra de Venise, là où le premier avait gagné le Lion d'Or à l'époque de Venise. Et là, du coup, ça n'a pas marché. Le film s'est fait défoncer 3 mois avant qu'il sorte publiquement, en fait. Et là, il sort enfin, et donc il se fait défoncer publiquement toujours. Surtout aux États-Unis, où il est très 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 dénigré et des notes très très faibles. Et le film, du coup, au box-office devrait à peine faire 75% peut-être des stats du premier. Donc ça va être très particulier. C'est un gigantesque flop. Genre, il va faire 270 millions à tout péter, même pas 300 millions, alors que le premier a fait le milliard. Donc bizarre comme réaction, mais en tout cas, Mathieu, j'aimerais connaître ton avis du coup sur cette suite. Maintenant qu'on s'attaque sans spoiler pour l'instant. Sur Joker 2, ok. Alors, moi j'avoue que j'étais vachement surpris. Je m'y attendais pas du tout à... Vraiment, le réalisateur nous prend vraiment à contre-pied. Et alors déjà, à l'annonce de la comédie musicale, tu vois Joker 1, tu comprends un petit peu, c'est un film suspense, un petit peu personnage ambigu, etc. Et là, on nous annonce une comédie musicale. Et du coup, là, moi, je me suis dit, on va partir sur quoi ? On va partir sur une comédie romantique. J'avoue que j'étais un petit peu... Je savais pas trop à quoi m'attendre. Vraiment, quand j'allais voir le deuxième. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu sur certains points. Sur d'autres, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que la comédie musicale... Oui, ça apporte quelque chose de nouveau. Mais est-ce que ça valait le coup ? Je sais pas. Moi, je suis un peu en hésitation. La comédie musicale, pourquoi ? Surtout que je trouve que ça apporte pas forcément quelque chose à l'histoire. Et notamment sur ce personnage-là. On voit Joker 1, on a l'impression que Joker 2 va suivre la même lignée. Et moi, je trouve que non, il prend complètement notre virage. Déjà avec Lady Gaga et tout. Et ouais, moi, je sais pas trop quoi en penser. Et voilà. Ok. Personnellement, je dirais que je suis mitigé plus. C'est que je pense que j'ai passé un bon moment devant le film. Honnêtement, je l'ai plutôt apprécié. Mais je suis conscient qu'il y a beaucoup de failles qui font qu'il est indéniablement en dessous du premier. Mais si je dois me donner mon avis vraiment une phrase à ressortir, je dirais, vraiment sur ce film, pour moi, c'est un auto-sabotage, en gros. C'est que
pour moi, Todd Phillips, il voulait pas faire de suite. C'est le Warner qui l'a forcé à faire une suite un peu parce que le premier avait fait milliard. Donc il doit faire une suite. Il se dit putain, j'ai pas envie de faire une suite. Et il se dit quel élément artistique j'ai envie de faire que je vais faire dans ce film-là, la comédie musicale. Comme dans le premier où il s'est dit j'ai envie de faire mon film à Scorsese, et je vais dire que c'est un film Joker, tu vois. Et là je pense c'est le truc artistique qu'il y a dans le film, et tout le reste sinon c'est vraiment une réponse au premier film. C'est un film qui répond au premier film parce que dans le premier film beaucoup de personnes ont retenu le côté Joker du film, le côté Joker, rébellion, mouvement contre le système. Et justement c'est aussi ça, c'est que le film a eu un giga engouement parce qu'il y a des manifestations où des gens se sont habillés en Joker, et donc il avait peur qu'on idolâtre un mec qui tue des gens, parce que le Joker tue des innocents dans ce film-là quand même. Et donc Todd Phillips, il dénigre un peu les gens qui ont mal interprété son film. C'est que son film, à la base, je suppose, était là pour nous montrer que le système pouvait délaisser des personnes atteintes de maladies mentales, par exemple. Et voilà ce qui se passe quand tu délaisses ces personnes-là. Ils commencent à péter un plomb, à commettre des meurtres, et un coup, la société va finir par se relâcher et par suivre un exemple qui est dangereux, quoi. Oui. Un exemple où on suit quelqu'un qui, à la base, surtout, c'est ça qui est intéressant avec le personnage de Arthur, c'est qu'il y a un mouvement qui s'est créé sur la société, mais lui, il s'en fout du mouvement. Lui, il a juste tué des gens parce qu'il l'emmerdait, quoi. Donc, alors que le mouvement, lui, il s'en fiche. Le seul truc qu'il apprécie avec le mouvement, c'est que ça lui donne enfin de l'attention à lui qui a toujours été ignoré toute sa vie, mal aimé, etc. Donc dans ce film-là, le côté de Joker, en fait, limite, il fait l'opposé, en fait. Dans ce film-là, il devient pas le Joker, c'est l'inverse, c'est l'opposé du premier film. C'est là, dans ce film-là, on va montrer, écoutez, ceux qui ont compris le mouvement, ceux qui étaient à fond sur le mouvement, vous avez été matrixés par un truc que je voulais pas dire. Donc, les gars, en fait, est-ce que Arthur, au final, c'est vraiment le Joker ou pas ? Il y a toute une introspection par rapport à ça. Et du coup, le film te donne une réponse qui va potentiellement décevoir beaucoup de personnes. Au final, pour ceux qui s'attendaient, c'est Joker 2, on s'attend à ce qu'il y ait du Joker, quoi. Et donc il y a ça, il y a du coup le personnage de Lady Gaga qui représente un peu aussi les fans aussi, c'est ça, c'est un personnage qui réclame du Joker. Et au final, tu te rends compte que lui, il veut se concentrer sur Arthur, il veut en développer des choses qu'on a peut-être un peu oubliées dans le premier, alors que c'était ça qu'il voulait évoquer, qui était la maladie mentale. Critique du système, encore une fois, surtout dans ce film-là où c'est assez varié. On critique le système carcéral, juridique, médiatique. On montre à quel point on exploite plus les malades mentaux, plus qu'on ne les soigne, notamment avec la séquence avec le journaliste, par exemple. Et donc, il te fait essentiellement un film d'introspection sur la prison, sur un procès. Et à la fin, il te donne une réponse et il te dit écoutez, les gars, moi je voulais faire un film sur Arthur, sur la maladie mentale, et moi, le mouvement de société, vous étiez juste cons, en fait. Et du coup, c'est un film qui te prend un contre-pied, le spectateur qui est déçu directement. Donc, et moi, je trouve que c'est une idée intéressante. Je trouve que c'est une idée intéressante et qui est plutôt bien faite, en vérité. Moi, mon souci, en vérité, c'est vraiment la partie comédie musicale. Comme on l'a dit. Parce qu'une comédie. Est-ce que tu as vu beaucoup de comédies musicales, Mathieu ? Alors, moi j'avoue que je suis pas un grand fan de comédie musicale et j'en ai pas forcément beaucoup regardé. Mais alors, je n'ai aucun. J'ai envie de dire, au niveau de Lady Gaga, pour moi, il n'y a aucun problème. Je trouve, elle est faite pour ça. Après, c'est une chanteuse et tout, et ça se ressent vraiment à l'écran. Après, côté de Phoenix, de Joaquin Phoenix. Je sais pas, moi je trouve personnellement, alors je pense pas que c'est lui qui chante. C'est lui qui chante. C'est lui qui chante. Les trois quarts des trucs, c'est lui. D'accord. Je sais pas, moi je trouve qu'il a pas une voix pour faire de la comédie musicale. Moi je suis pas convaincu par sa voix. Et ouais, c'est vrai que le côté comédie musicale, déjà je trouve que on nous plombe des musiques par-ci par-là sans apporter quelque chose à l'histoire. Et en plus, une voix qui n'est pas extraordinaire. Oui, je suis vraiment déçu. Surtout que, sans spoiler, il y a vraiment que 2 personnes qui vont chanter tout du long du film. Ouais. Et aux comédies musicales, on a envie que ça chante, on a envie qu'il y a du monde et tout, on a envie du chorus, quoi. On a envie qu'il y ait du chœur. Et là, non, c'est pas le cas. Et j'avoue que, de ce côté-là, comédie musicale, moi, ça me gêne beaucoup. Après, si on revient sur le fait. La proposition du réalisateur de partir sur cette double personnalité entre le Joker et Arthur, je trouve ça intéressant. Dans le sens où c'est bien Arthur, oui. Oui. J'ai un doute sur le coup. Dans le sens où justement le personnage se perd un petit peu et c'est plus qui il est réellement. Il va se rechercher au final et on se rend compte que les gens sont tombés un petit peu amoureux de ce personnage. Je pense notamment à Lady Gaga qui est tombée amoureux du personnage de Joker.
à moins que là j'en spoil un petit peu trop, mais... Non, ça va. Bah, c'est le plot. Ok, ouais. Qui tombe amoureux du Joker, mais qui va pas tomber forcément amoureux du personnage en lui-même. Elle va plutôt tomber amoureux de la représentation finalement en public d'Artus. Et donc j'ai vraiment aimé ce côté-là où finalement le père. Artus, c'était une blague. Oui, excuse-moi. Du coup, j'ai parti dessus. Artus, les gars. M'a piégé. Oui, du coup, Arthur, où j'en étais du coup, je sais plus. Oui, donc, j'ai bien aimé justement ce côté-là, cette prise de parti en disant que le personnage se perd en lui-même parce que finalement, dans le 1, il devient Joker, mais un petit peu par accident. Il a pas réellement voulu devenir Joker, il a pas réellement voulu les tuer, entre guillemets. C'est un peu un accident. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'il subit. Et au final, il va essayer de s'échapper de ce personnage-là qu'on lui a incarné quelque part. Donc de ce côté-là, je trouvais ça très intéressant, la proposition en tout cas que nous a proposé le réalisateur. Oui. Alors ça, si je reviens à la partie comédie musicale, en gros, je vais dire ce que je pense généralement de toute cette partie-là. C'est qu'une comédie musicale, en général, c'est là, ça participe en général à la diégèse du film. Tu vois, comme un La La Land. Et en général, en vrai, dans une comédie musicale, t'as genre 6 grandes chansons, peut-être max. Là, dans ce film-là, il y a beaucoup de chansons. Et en plus, et c'est ça aussi qui est moins intéressant, c'est que je crois qu'il n'y a que des chansons préexistantes quasiment dans ce film-là. Peut-être une ou deux neuves, mais c'est que du préexistant, donc c'est que des reprises en plus. Donc ce qui fait que ça rend le truc moins légitime, je trouve. Et dans ce film-là, ce qui est dérangeant avec ce film-là, c'est qu'ils assument à fond le côté fantasy, en fait. Que c'est une comédie qui se déroule dans la tête des personnages. Et donc, beaucoup de fois, t'as beaucoup de séquences où t'as la personne qui fait la séquence comédie musicale. Ensuite, cut, en fait, il a pas du tout fait ça depuis le début, c'était juste dans sa tête. Et je trouve que déjà, ça tue un peu l'importance, déjà, du côté comédie musicale. Et surtout, il y a des scènes où ils font la comédie musicale dans la diégèse du film, dans la prison par exemple. Et bim, la scène d'après, c'est une autre comédie musicale, mais cette fois dans un studio imaginaire. Ouais. Et donc, déjà, il y a beaucoup d'enchaînements de musique, ce qui fait que le film peut être indigeste à un certain moment. Et à la fois, je trouve qu'il y a on dévalorise un peu. En fait, ça a l'air d'être une comédie musicale non assumée, en fait, ce film-là. Et c'est ce qu'ils disent en interview. C'est en interview, ils n'arrêtent pas de dire, c'est pas vraiment une comédie musicale, mais les personnages expriment leurs émotions par le biais de la musique. C'est une comédie musicale, du coup. Donc, il y a ce côté-là où il y a trop de chansons. Ils font trop de séquences, ça se déroule jamais dans les mêmes environnements. Et du coup, c'est ça qui est dérangeant. Surtout que Lady Gaga, par exemple, au final, a assez peu de temps d'écran. Et j'ai l'impression, et donc quand tu la vois dans les séquences de comédie musicale où là elle est très présente, j'ai l'impression que c'est juste le Joker qui chante avec en guest Lady Gaga, genre qui l'aide à chanter bien, genre. Parce que je crois que j'ai cru voir que c'était fait exprès que Joaquin Phoenix se chante mal, parce que son personnage n'est pas censé savoir chanter en gros. Et donc c'était fait exprès, je crois, de ce que j'ai compris. Même Lady Gaga, elle chante moins bien que d'habitude, parce que son personnage aussi à elle n'est pas censé chanter si bien, de ce que j'ai compris. Mais du coup, ça crée un résultat où tu dis, est-ce que c'est agréable ce que j'écoute, tu vois, donc. Et en plus, il y a aussi un autre problème, c'est que tu vois, on reflète beaucoup les émotions des personnages dans des séquences classiques, dialoguées. Et ensuite, on te répète ce qu'ils ressentent en comédie musicale, au lieu de directement intégrer la comédie musicale à la logique de la diégèse du film, en fait. Donc, il y a beaucoup de répétitions qui font qu'il y a trop de chansons. On répète des thématiques qu'on a développées dans le film, qu'on remet ensuite juste après en comédie musicale. On enchaîne trop de musique. Le côté fantasy, je trouve, dévalorise un peu ce côté-là. Il n'y a que des chansons préexistantes. Donc je trouve que c'est globalement un échec, alors qu'il y a des séquences qui sont en tout cas visuellement intéressantes. Moi j'aime bien les visuels des studios, parce que le Joker, Arthur, ça a toujours été un personnage qui voulait faire le show. Il voulait être comédien. Il a toujours eu ce côté de la danse dans le premier film. C'était un peu une sorte d'éclosion qui le réveillait dans le premier film. Même la toute fin du premier film, c'est lui qui chante. Donc limite la transition est toute faite par rapport au premier film. Et donc c'est une idée qui me dérange pas dans l'expression du personnage. Et du coup, on a des décors intéressants de studio. Un studio qui reprend le studio, c'est dans l'abondance, le studio de Murray Franklin, du coup, en mode de talk show, mais avec le Joker et Harley Quinn. On reprend Arkham en mode vacances, avec une belle pleine lune. On a une séquence un peu de style mariage également. Mais il y a beaucoup de séquences. Et même, il y a un bar qui s'appelle le Pogo Bar. Et Pogo, c'était le fameux tueur clown qui tuait vraiment des gens, qui a vraiment existé, qui a un petit peu inspiré ce Joker-là. Surtout qu'il y a un gros traitement sur le côté serial killer dans ce film-là aussi. Et donc, c'est ça qui fait que pour moi, le bilan est plutôt mitigé, quoi, sur le côté comédie musicale. Et surtout que je trouve que le film, je trouve que ça n'a pas forcément sa place. Dans le sens où il y a une cassure, c'est que le film est très sérieux. Et on repart sur quelque chose de plus agréable avec la comédie musicale. Mais j'ai l'impression que c'est un peu facultatif, en fait. On aurait pu faire sans, quoi. Ouais.
Et je t'avoue que j'étais assez divisé sur le côté introspection Arthur Joker, parce que déjà après j'ai trouvé ça marrant parce que ça faisait presque ce qu'on fait avec les super-héros mais avec un super vilain quoi. Le côté Clark Kent Superman, qui est-il, tu vois? Mais en même temps pour moi c'est une fausse question, tu vois. Est-ce qu'il est Arthur ou est-ce qu'il est le Joker? Dans le premier film, ça se voyait qu'essentiellement le Joker c'était une identité que les gens lui donnaient. Et lui, ça lui donnait tellement d'attention et de confidence qu'il l'a adopté, quoi. Mais c'était juste une évolution logique de sa personne, c'était pas une deuxième personnalité, quoi. Donc je trouve que, pour moi, c'est surtout un questionnement méta par rapport à la critique de Todd Phillips envers les fans, en mode, est-ce que c'est vraiment le Joker? Est-ce que c'est lui que vous vouliez voir? Est-ce que c'est un film sur lui que vous vouliez voir ou pas, ou sur Arthur, en fait? Est-ce que vous êtes intéressé au mythe du Joker ou est-ce que vous êtes intéressé au gars lambda Arthur, en fait? Et donc pour moi c'est plus une question méta un peu. Pour moi ce film-là c'est un peu comme Matrix 4. C'est vraiment on est sur du méta. On part dans la subversion du public. On leur trompe, on leur piège et on leur répond par rapport à ce qu'ils n'ont pas compris. Et j'ai vu une critique sur YouTube qui était très intéressante de Durandal qui a dit que oui Todd Phillips répond aux gens, se moque des gens parce qu'ils n'ont pas compris le premier film entre guillemets. Mais d'un côté les gens ils n'ont pas compris le premier film parce que le film il s'appelait Joker. Et donc les gens sont venus parce que c'est le Joker, et tout le monde connaît le Joker. Donc évidemment, les gens se focusent sur le Joker. Donc au final, est-ce que c'est pas lui qui a créé son propre problème, en fait? Donc on peut aller loin avec ce délire-là, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est que Todd Phillips, c'est toi qui as appelé ton film Joker, en fait. Et maintenant, dans le 2, tu te dis, peut-être que c'est pas le Joker, en fait. Donc tu dis, mais peut-être que ouais, c'est toi qui t'es foiré, donc voilà. Et du coup, est-ce que tu voudrais peut-être un peu parler de Lady Gaga, du coup? Parce qu'il faut savoir que le film... La promo du film était à fond sur le côté Folie à deux, qui est le nom, je crois, d'une pathologie. Tu peux l'expliquer, moi je connais pas. Alors non, je sais pas du tout. Ok, pas du tout. Je crois que c'est deux personnes qui tombent amoureux et qui ont les mêmes délires, entre guillemets. Bon, j'ai très mal résumé. Du coup, c'est pour ça qu'en VO aussi, ça s'appelle Folie à deux, et on était sûr que ce serait une Folie à deux entre Harley Quinn et le Joker, parce que Lady Gaga était payée cher, elle avait autant de temps d'écran que lui dans la bande-annonce, elle était tout le temps avec lui dans les affiches. Du coup, tu t'attends à ce que le film, pour moi, l'intrigue principale du film, ce soit les deux, en fait. Ce soit un peu un truc à la Bonnie and Clyde entre les deux. Et au final, peut-être que la Folie à deux, c'est plus Arthur Joker, peut-être. Peut-être qu'il y a eu un peu mensonge. Je pense qu'il y a eu un mensonge sur la marchandise. Parce que Lady Gaga, au final, je trouve qu'on la voit pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que le personnage de Lady Gaga n'est pas très présent à l'écran. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que j'ai pas prévu mes arguments. J'ai pas fait mon taf, j'ai pas fait mon boulot. Je crois pas qu'on la voit toute seule. Ou très peu. J'ai vu des théories sur ça. Justement. Il y a une scène où elle se maquille, il n'y a que elle. Oui. Ouais. Mais sinon, elle est toujours avec le Joker. Et c'est vrai que pour le coup, le Joker est vraiment charismatique. Donc c'est lui qui prend vraiment toute la place sur l'image et tout. Et voilà. Après, il y a aussi cette idée, donc là, tu m'as dit d'ailleurs tout à l'heure, cette représentation imaginative, un petit peu, on est dans la tête on est dans leur imagination par rapport à la comédie musicale et tout. Et c'est vrai que de ce côté-là, je trouve qu'on se mélange un petit peu dans le film. C'est vrai que je refais un petit peu des retours en arrière, mais c'est vrai que dans la comédie musicale, le fait d'avoir apporté l'idée qu'on est dans la tête du personnage, du coup on est dans la tête des deux, je suppose, du coup en même temps, ils sont dans leur même délire. On se mélange un petit peu entre l'histoire et ce qu'ils se font dans la tête ou est-ce que c'est dans l'histoire. Contrairement au 1 où je trouve qu'au contraire, on nous raconte une histoire, notamment l'histoire d'amour avec pseudo-amour avec sa voisine et tout, et à la fin on fait un retour en arrière en disant que finalement c'est pas le cas, mais on comprend, on sait à quel moment il a déliré et à quel moment c'était vraiment la vraie histoire. Donc là on s'y perd. Moi honnêtement, je me suis perdu, je me suis dit tiens, est-ce qu'on est vraiment dans la tête ou pas. Et donc pour revenir au personnage de Lady Gaga, moi je trouve que c'est eux deux les personnages principaux, mais finalement non, Lady Gaga pour moi est vraiment un personnage secondaire, même très secondaire, et c'est vraiment Joker, c'est vraiment on va voir Joker, on va pas voir Lady Gaga. Oui. Pour moi il faut pas s'attendre à voir une histoire à deux, non, pas comme pas du tout. Alors peut-être que du coup tu as des théories dessus. Je pense que je vais essayer de les évoquer peut-être en spoiler, mais en tout cas on s'attendait tous, et c'est ça qui c'est la déception par rapport à la promo, on s'attendait tous à ce que le film soit focus sur les deux, c'est ce qu'on t'a vendu, un film duo plus ou moins, surtout que Lady Gaga elle est connue quoi. Surtout dans une comédie musicale. Ouais, comédie musicale Lady Gaga. Bon, y a Lady Attends, Gaga, bonjour. Transition, changement de salle. Voilà. Donc du coup on était sur Lady Gaga. Lady Gaga, oui. Et justement on parlait justement de sa présence à l'écran et pourquoi est-ce que justement Lady Gaga
n'est finalement que très peu présente toute seule à l'écran, juste une fois en tout cas quand elle se maquille. Le reste, il y aura toujours Phoenix, Joaquin Phoenix. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir Joaquin. Depuis tout à l'heure, je me dis Phoenix. Ouais, c'est Joaquin Phoenix. Et du coup, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que de comprendre pourquoi Lady Gaga n'apparaît pas tant que ça à l'écran toute seule. Elle apparaît souvent avec Joaquin Phoenix, et que finalement, je trouve personnellement que Joaquin Phoenix a tellement de charisme dans son rôle de Joker que finalement, c'est un petit peu Lady Gaga est finalement effacée de son rôle. Voilà ce qu'on pensait. Puis on parlait aussi un petit peu de la presse de sa prestation, puisque Lady Gaga est un petit peu inférieure par rapport à ce qu'elle aurait pu donner pour une comédie musicale, mais c'est un petit peu fait exprès, dans le sens où le personnage comment elle s'appelle déjà, le personnage, j'ai mangé son nom, Harley Quinn, voilà, qui justement n'est pas non plus une chanteuse professionnelle. Voilà ce qu'on disait. C'est ça. Mais ouais, comme on le disait, c'est que du coup il y a eu publicité mensongère par rapport au temps d'écran de Lady Gaga, on va dire. C'est qu'elle n'est pas du tout l'axe principal du film. C'est que le film, c'est essentiellement un film de prison et de procès. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que à Hollywood, jamais rien ne se perd. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de The Dark Knight, avec Heath Ledger en Joker, Nolan voulait faire comme troisième film un film sur le procès du Joker. Malheureusement, le décès de Heath Ledger a fait qu'il n'a pas pu le faire, et donc il a réécrit le troisième, et on a eu le film qu'on a eu aujourd'hui, du coup, il y a 10 ans. Et donc c'est marrant de voir que cette idée du procès du Joker du coup revient dans cet univers-là, dans ce film-là, et donc on voit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait un chercheur incroyable. Et oui, Harley Quinn, pour moi c'était un peu une déception parce que, sans spoiler grand-chose, j'adore l'idée de ce qu'ils ont fait avec le personnage. Au début j'étais inquiet parce que j'étais pas du tout fan du fait qu'on fasse de Harley Quinn une détenue à Arkham. Parce qu'Harley Quinn, déjà je trouve que c'est un peu flemmard, que deux fous se rencontrent et qu'ils deviennent amoureux. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez flemmard en général au cinéma. Et alors qu'Harley Quinn, elle a ce concept intéressant qu'à la base c'est une psychiatre. Et c'est une psychiatre qui est tellement charmée par la folie, la psychologie du Joker, qu'elle subit une forme de syndrome de Stockholm qui fait qu'elle suit le Joker et qu'elle le suit dans ses délires en fait. D'ailleurs, j'aime bien la fin, mais on ne spoilera pas, pas pour le moment. Mais justement, j'aime bien l'idée qui est proposée par rapport justement à ce fait-là. Ouais, c'est ça. Il y a une réinvention intéressante. Il y a des petits twists sur le personnage d'Harley Quinn. Il y a presque une relation inversée par rapport aux comics, presque aussi sur qui a l'ascendance. Et c'est ça qui rend le film un peu dommageable, c'est que je trouve que le point Harley Quinn était intéressant, mais on la voit pas assez. Elle a peu de temps d'écran, et en fait c'est vraiment un point secondaire du film. En vrai tu peux l'enlever du film. Le film à peu de choses près se déroule comme il se déroule. Elle est surtout là pour créer un peu un angle émotionnel sur le personnage d'Arthur, un point émotionnel pour vraiment qu'il reste là entre guillemets. Mais sinon le film c'est essentiellement un film de procès et donc comédie musicale également. Et je pense que la partie prison, je pense que c'est la meilleure partie du film. Déjà, t'avais tout le jeu de la couleur. Déjà, on rappelle, la DA est toujours aussi bien, je dirais. Je rappelle que du coup, il y avait dans l'abondance, ça se voyait déjà, mais en fait, on a une grosse opposition, très cliché bien sûr, entre le chaud et le froid. Le chaud et le froid, ouais. Où Arthur, pendant tout le film, il est dans des environnements plutôt bleus, plutôt tristes, etc. Et dès qu'il y a une source de jaune qui arrive, c'est là pour montrer la lueur d'espoir qui revient en lui, le côté un peu de Joker, tu vois, comme quand tu rencontres Lady Gaga pour la première fois, en fait, elle sort d'une salle jaune alors que lui était dans son couloir bleu, par exemple. Et il y a plein de séquences comme ça. Tu te rappelles, au début du film, moi, il y a une image qui m'a vraiment marqué, c'est quand il y a les parapluies avec les gardes. Ouais, avec les couleurs. Ouais. C'est tout en bleu, et puis d'un coup, ils ouvrent leur parapluie, on a une scène vidéo, je sais plus un zénith, voilà, c'est ça. Et on voit justement les parapluies colorés. Mais déjà, ça monte déjà l'ambiance du film, déjà d'entrée. Et puis on se rend compte qu'on sera beaucoup dans l'imaginaire du personnage et pas forcément quelque chose de toujours très réaliste. Voilà. Direct d'entrée, on nous montre un petit peu en avant-goût du film. Moi, je trouvais ça très intéressant en tout cas cette scène-là. Et d'ailleurs qui est aussi dans la bande-annonce. Mais il y a ça. Il y a par exemple, il y a une très belle scène où en gros, il aime bien faire des surcadres. Il zoome sur le carré de la cellule de Arthur pour faire un surcadrage. Et déjà, ça fait des beaux plans, ces surcadrages-là. Et t'as ce surcadrage où du coup, t'as Arthur qui a une clope en prison. Et du coup, il est entouré de noir et c'est la clope qui représente un peu la lumière. Ça représente son envie d'enfin de rencontrer Harley Quinn, de machin, etc. Tous les quelques moments de bonheur qu'il va rencontrer petit à petit au fil du film. Et donc c'est ça. Donc il y a ce jeu de mise en scène par rapport au bleu et au jaune qui revient très très fréquemment dans le film et qui représente l'état d'esprit du personnage. Et je trouve, et ça je vais me faire défoncer, mais je trouve que le film a plus d'idées de mise en scène que le premier. Parce que le premier restait académique, plus ou moins. Il y avait pas
une idée de mise en scène qui était dingue, tu vois. Il n'y avait pas un plan séquence de malade, il n'y avait pas un jeu de cadre surprenant, je trouvais. C'était très bien fait, très académique, mais très bien fait, tu vois, essentiellement. Là, dans ce film-là, on tente quand même des plans, tu vois. On démarre le film avec un plan séquence, par exemple. Bon, il y a une séquence d'intro qu'on va pas spoil, mais qui est très intéressante aussi. Bon, qui rend le film encore plus explicite sur les thématiques qu'on avait évoquées. Donc, si vraiment t'as pas compris le film, au bout d'un moment, voilà, il te l'a bien dit et redit. Et donc il y a ça, et puis il te refait aussi une séquence de comédie musicale en plan séquence, dans la prison également. Et donc il y a 2-3 idées comme ça intéressantes, où il aime bien te faire des longs plans dans ce film-là, donc qui font que le film est peut-être un peu plus inventif dans les idées. Bon, il y a beaucoup de parallèles avec le premier film, surtout avec Harley Quinn qui reproduit des séquences entre guillemets du premier film assez souvent. Donc piouf, là, le miroir, les escaliers, etc. Ce qu'on voyait dans la bande-annonce encore une fois. Et donc il y a tout cet aspect-là des jeux de couleurs, de la DA qui est toujours aussi belle. Après par contre je sais pas où ils ont foutu ces putains de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars de budget, c'est énorme. C'est énorme. C'est le budget d'un Marvel, genre même pas un Marvel. Le dernier Spider-Man il a coûté 175 millions, tu vois. 200 millions de dollars. Bah y a pas d'effets spéciaux. Non. Peut-être. Bon non. Non, il y a des animations, mais il n'y a pas d'effets spéciaux. Ouais, surtout les comédies musicales c'est essentiellement dans des studios fermés. En plus. Et j'ai cru voir qu'une grosse partie du salaire, ce que je crois ils ont donné 12 millions à Lady Gaga, ce qui est beaucoup. Très beaucoup. Et je pense que c'est un personnage vraiment secondaire, ouais. Et qui apparaît pas du tout longtemps. Enfin dans le film, je sais même pas si on a le temps, la durée exacte. J'ai pas regardé, mais parfois il y a des gens qui font les temps d'écran, ils aiment bien faire ça. Mais tu vois, je crois au total, je crois il y a genre 50 millions du budget du film qui revient à Todd Phillips, le réalisateur, à Joaquin Phoenix, à Lady Gaga. Donc t'as un tiers du budget qui était déjà tout le budget du premier film, c'est sur le salaire des acteurs, genre. Et tu fais le budget, je trouve pas très justifié dans le sens où je trouve que le film il est pas plus impressionnant que le premier, honnêtement. Surtout que dans ce film-là, on est presque sur du huis clos, en vérité. On est souvent en prison, on est souvent en procès. Et les décors sont essentiellement fermés. Là où justement dans le premier film, tu te baladais partout à Gotham, et c'était un Gotham qui était souvent amélioré par des effets numériques, par des reproductions numériques. Donc en vrai, je trouve que le budget n'est absolument pas justifié, et c'est à cause de ce budget faramineux que le film va faire un gros flop et va faire perdre de l'argent également. Donc ça aussi c'est un point dinguerie quoi. Et oui, moi je trouve que toute la partie prison est plutôt bien faite, plutôt intéressante, et c'est ça qui va beaucoup déplaire aux gens, c'est que Arthur en prend très très cher dans ce film-là. C'est un film qui est assez cruel, dans un sens. Oui, c'est un film qui est assez cruel. Ouais. Il y a une scène que je trouve ça très cru. Alors d'après ce que j'ai trouvé un petit peu sur internet, Lady Gaga n'apparaîtrait que 15 minutes sur les 2h17, ça me paraît un peu léger. Oui, ça me paraît. Mais c'est pas impossible. Oui, c'est très léger, hein. 15 minutes sur 2h17 de film. Oui. Voilà, donc ça montre l'importance finalement de Lady Gaga à l'écran. Voilà. Mais oui, le film est très cruel, c'est que Arthur va prendre très très cher. Et puis j'ai aussi vu c'est un mini spoil de rien du tout, mais j'ai vu une critique intéressante qui disait que tu vois toutes les personnes un peu extrêmes qui ont adoré le film par rapport au mouvement sociétal du Joker, dès le début du film ils ont commencé à détester le film juste parce que t'as genre cette scène où t'as Arthur qui embrasse un homme par exemple. Et ça déjà, ça enlève toute la mythologie qui s'est créée sur son personnage entre guillemets. Et t'as plein de petits détails comme ça sur Arthur qui te le dévalorisent en fait, qui fait que tous les gens qui étaient comme des dingues sur le côté de Joker, surtout les extrêmes aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis ils ont vraiment détesté le film en général. Tu vois à quel point ces extrêmes-là ils se sentent trahis en fait, et c'est là que tu fais putain les gens vous êtes cons quand même. Mais parce que oui, c'est un film qui reparle clairement de la maladie mentale comme on l'a dit, comme tout ce qu'on a développé, des problèmes de la société encore une fois, sur tous ces travers qu'on développe dans ce film. Et c'est un film où du coup Arthur quand il est que Arthur, tout le monde s'en fout en fait. Oui. C'est ça, hein. C'est qu'il respire que par le prisme d'une idéologie qui le dépasse en fait, qu'il a lancé sans le vouloir. Donc et c'est ça qui est intéressant dans ce film là, c'est tout cet aspect, c'est que vous n'aurez pas beaucoup de Joker dans ce film là. C'est que le Joker vous l'aurez surtout dans les séquences de comédie musicale, et vous aurez une à deux séquences de procès où il est en Joker, on va dire. Où là, justement, je pense, il y a une séquence qui est super intéressante avec Gary qui revient, qu'on voit dans l'annonce aussi vite fait. Gary le nain du premier film. Qui est super intéressante parce que déjà, c'est la séquence la plus Joker, entre guillemets, si on se fie un peu aux comics, où le Joker, c'est quelqu'un de plutôt élégant. Pour moi, le côté danse, c'est pas incohérent avec le personnage, déjà. Qui aime bien faire le show, etc. Et là, c'est la séquence où il s'amuse, où il fait le show dans le tribunal, etc. Et t'as Gary qui est là et qui remet à plat presque tout ce qu'il incarne. C'est que le Joker, là-bas, c'était presque un symbole de. Moi, je vais libérer le peuple, je vais libérer les gens grâce à ce que je dégage. Et tu vois qu'en fait, en épargnant un personnage comme Gary dans le premier film, parce que lui aussi a une pathologie comme lui, entre guillemets, parce qu'il est nain,
en fait, malgré tout, le gars, il a un traumatisme, mais au final, tu te rends compte, est-ce que le personnage ne vaut pas mieux que la société qui le rejette, en fait? Est-ce que lui aussi, il a fait du mal à des gens, quelque part, quoi? À des gens qui le sauvent. Donc, c'est un film qui vraiment te remet en question la personnalité du Joker et de Arthur, essentiellement, et te demande, est-ce que le Joker, c'est pas juste une façade où il se cache pour prendre la confiance au final, et en fait, il n'y a peut-être pas de Joker, quoi. Et c'est ça qui va mener à une fin qu'on ne va pas spoiler, mais une fin qui va beaucoup, qui déjà divise beaucoup. Et moi aussi, je vous avoue, je respecte le parti pris. Je trouve que c'est cohérent plus ou moins avec ce qu'on nous développe. Je respecte le parti pris de la fin, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à analyser, mais je trouve ça un peu cliché. Oui, vous serez pas très surpris. Moi, je l'ai vu venir quand j'ai vu la séquence se dérouler. Et puis, en vrai, c'est très cliché comme fin dans ce type de film-là. Donc, j'ai fait, Après, je trouve quand même que t'as quelques surprises. T'en as, un petit peu. T'en as un peu. Voilà. Bon, on peut pas dire que c'était pas très prévisible, mais surtout avec Lady Gaga. Enfin, j'en en parle après, mais c'est quand même surprenant et il y a des choses. Je pense qu'un troisième est possible. Ouais. Je pense qu'ils ont laissé l'ouverture d'un troisième. Je pense qu'une ouverture aurait été possible. Bon, le film a flop, donc il n'y en aura pas, je pense. Non, mais en vrai, honnêtement, un film aurait été possible. On parlera en spoiler, mais un film aurait été possible, ouais. Un film aurait été possible. J'aimerais qu'on parle un peu du procès pour te dire qu'en vrai, le film, c'est pas un très bon film de procès. Ouais. Comme je te disais, je pense, en vrai, il y a que la scène de Gary qui est nécessaire. Après, le procès n'est pas non plus explicité, je veux dire, de manière dans le titre du film. Oui. Voilà, on va pas parler du procès de Joker. Ouais. C'était vraiment la folie à deux, donc on voulait vraiment rentrer dans la psychologie du personnage et pas forcément dans le procès. Après, je sais pas si vraiment le procès était vraiment utile. Surtout, en fait, c'est là qu'on parle un peu du fait que ce film tue l'ambiguïté du premier. C'est que du coup, on te ramène des personnages du premier qui vont témoigner, ce qui est logique, et du coup, ça te révèle toutes les interprétations que tu aurais pu te faire, en fait, non. Ça s'est passé ça s'est passé ça s'est passé ça. C'était annoncé officiellement, mais du coup, il y a Zazie Beetz qui revient dans le rôle de la voisine de Sophie. Dans le premier film, tu te demandes s'il l'avait tué ou pas. On sait pas ce qui lui arrive, et dans ce film-là, t'as la réponse, quoi. Logiquement. C'est ça. Donc il y a plein d'idées comme ça. Est-ce que tout le film s'est déroulé dans un hôpital? Non, tout s'est déroulé comme ça. Même pareil, ça c'est un petit détail, il n'y a que moi qui l'ai relevé, je pense, mais à la fin du premier film, il est avec une psychiatre, où il chante That's Life, et on suppose qu'il l'a tué, parce qu'il y a ses pas en sang quand il marche après. Je te rappelle, à toute fin du premier. Oui, je me rappelle de ses pas en sang. Ouais. Et du coup, dans le film, on te dit qu'il a tué 6 personnes, mais du coup, ça compte toutes les personnes qu'on l'a vu tuer en direct dans le premier. Mais du coup, pas elle, du coup. Donc il y a plein de choses, tu te demandes où ça tue l'ambiguïté, parce qu'il y a des choses, en fait non, il a pas tué, en fait non, il a pas fait ça, en fait non, il a pas fait ça. Surtout que ce film-là, il est un peu opposé à la fin du premier. Parce qu'à la fin du premier, j'avais l'impression que la mise en scène était là pour te dire que Arkham, c'est son paradis un peu. Arkham, c'est son paradis, il y a la lumière, il va tuer des gens, il va devenir le Joker et il est bien ici. Et dans le premier film, dans ce film-là, c'est tout l'inverse. C'est une prison, tu vois. Il y a des choses qui sont vachement intéressantes, c'est qu'on ressent sur le personnage plutôt sur le personnage d'Arthur, un regret un petit peu d'avoir tué ces personnes, comme si quand il était Joker, il n'était pas lui-même. Mais on se rend compte que, et après c'est vrai que j'ai tilté après, c'est qu'il a tué sous le masque de Joker 5 personnes. Mais que la 6e personne, il a tué en tant qu'Arthur et non pas en tant que Joker, sa mère. Et du coup, en fait, on se rend compte que Joker et Arthur, finalement, ils se sont un petit peu confondus entre l'un et l'autre, puisque Arthur est aussi un tueur, du coup. Et là, dans ce film-là, on nous dit qu'en fait, Arthur, c'est un personnage, et que Joker, c'est un autre personnage, et c'est que c'est 2 personnalités différentes. Et je sais pas si ça me dérange un petit peu, ou si, en fait, sur le premier, on nous dit que finalement, c'est un petit peu les 2 personnages qui sont confondus. Au deuxième, au contraire, on veut les distinguer. Je sais pas quoi penser de ce côté-là, parce que vraiment, je trouve qu'on l'explicite vraiment, que Arthur regrette un petit peu ses gestes, et un petit peu comme si c'était pas lui-même en tant que Joker, or que il a quand même tué sa mère en tant que Arthur. Donc voilà. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui reviendra sur la fin, mais on dira rien. Mais oui, du coup, c'est intéressant, et comme je te disais, la séquence du procès, à part Gary, les autres personnages, ils sont juste en train de récapituler ce qu'on savait déjà dans le premier film, quoi. Donc c'est un peu parler pour rien dire. Donc c'est vrai que je trouve la partie procès qui est quand même plutôt on insiste quand même dessus. On pourra parler après justement de la longueur du film. Ouais, qu'on y revienne. Maintenant, ouais. Ok. Donc ça, le film fait 2h20, ce qui est plus que le premier qui faisait 2 heures, et ça se sent. Après, moi, je me suis pas ennuyé. J'ai senti des longueurs, mais je me suis pas fait chier. Tu vois. Personnellement, moi j'étais pris, la mise en scène, l'acting, etc., fait que j'ai été pris par le film. Moi, comme je dis, c'est surtout les passages en comédie musicale
qui ralentissent le film parce que je les trouve pas nécessaires. Quoi. Il rajoute Tu vois. vraiment du temps. On Ouais, sait ouais. combien il y a de musique dans. Je crois que ça a été listé sur les crédits de fin qu'il y en a genre 27, 28, Oui, non, ce qui est énorme. Moi, personnellement, je trouve que le premier, il avait un bon rythme. Oui. Je veux dire 2 heures, mais on sait à peu près 2 heures. Ouais, ouais. c'est 2 heures pile quasiment. Ouais. On est pris dans le truc. Vraiment, on lâche pas le personnage et à la fin, ça part aussi en apothéose. Là, j'avoue que bon, il y a le procès, je le trouve un petit peu long. Il y a les comédies musicales, enfin, il y a les chansons et tout. Ouais. Je trouve vachement beaucoup plus lent et c'est vrai que bah les 2 heures quand même 20, on les sent passer quand même. Vraiment. Et par rapport au premier, on est vraiment absorbé. Et je me dis, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on nous raconte quelque chose? Bah, je trouve qu'on nous raconte pas autant que dans le premier. Dans le premier, je trouvais que ça allait beaucoup plus vite. On va vraiment dans la psychologie du personnage. Il y a des meurtres, il y a ci, il y a ça, il y a vraiment de l'action et tout. Dans le deuxième, on est vraiment... Ouais, des fois, moi, j'ai trouvé ça un petit peu long. Je sais pas ce que t'en penses au niveau du rythme, mais on est vraiment sur un rythme beaucoup plus lent. Et du coup, bah, ça se ressent même au niveau des longueurs des plans, des scènes, etc. Parce que, comme on dit, finalement, ça se passe que dans le procès et que à la prison. Il n'y a pas beaucoup de scènes à l'extérieur de ces 2 lieux-là. Donc oui, quand même, je trouve que un film plus court, par exemple, alors peut-être pas, mais un film de 2 heures est largement suffit. Bah, je pense qu'on aurait pu coller aux 2h20 si t'avais enlevé le nombre de comédies musicales, si t'avais un peu enlevé les parties du procès, parce qu'en vrai le film est un peu vide dans certains aspects, parce qu'on te ressasse des aspects du premier qu'on savait déjà, on te met des séquences de comédie musicale qui te disent des choses que l'on sait déjà, et donc ça fait que le film au final raconte peut-être pas grand chose au final malgré ce qu'il prône en fait. Et je pense qu'en vrai les 2h20 on aurait pu être dur si on avait juste remplacé tout ça avec plus de séquences peut-être avec Lady Gaga. En plus on sait qu'ils ont coupé des scènes d'ailleurs, il y a des scènes d'abondance que vous verrez pas dans le film. Ça j'aime bien quand ils font ça, pour moi c'est encore du Marvel aussi le fait, hein, mais c'est encore mensonge sur la marchandise, tu vois, mais tromperie sur la marchandise, mais ouais c'est vraiment quelque chose que je trouve qui commence à être un peu chiant de couper des scènes des bandes annonces, tu vois, arrête. Stop. Oui, parce que finalement la seule nouveauté je trouve qu'on apporte dans ce film c'est Lady Gaga, et Lady Gaga elle apparaît mais vraiment que 15 minutes, j'ai vu sur internet, donc bah on nous raconte quoi pendant les 2 heures restantes? Bon, le procès, ok, mais le procès c'est qu'une réponse à ce qui s'est passé, donc c'est vrai que ouais, moi je l'ai trouvé un petit peu long. Voilà. Je vais terminer peut-être la partie sans spoil sur une autre thématique que je trouve intéressante et qui revient un petit peu avec le côté critique de la société. C'est la fascination qu'ont les gens pour les tueurs en série, entre guillemets. Et le fait c'est pas un spoil, mais on révoque plusieurs fois qu'il y a un téléfilm qui a été fait sur le Joker, du coup sur Arthur, et que donc les gens adulent ce personnage-là, tout le monde l'adore, un peu comme les fans dans le premier film, qui ont adoré le film, et les gens littéralement, le peuple dans ce film-là également. Et au fait, on te ressasse ce côté fascination des tueurs en série, notamment avec le fait qu'ils soient interviewés pour la télé également. Et je trouve que ça c'est bien fidèle à la mode actuelle, tu vois, de Netflix par exemple, qui fait des séries sur Dahmer, sur les frères Menendez. Donc on critique peut-être aussi cet aspect, en fait on est fasciné, au lieu de traiter un peu de la maladie mentale, le peuple, les gens, les fans sont vraiment fascinés par le côté Joker, le côté le mec a tué des gens, pourquoi, c'est intéressant, il est fascinant, etc. Donc il critique vraiment le public sous différents aspects, ce qui est intéressant, on va dire. Donc en vrai je crois que j'ai tout dit pour la partie sans spoiler, en tout cas me concernant. Mais pour moi en tout cas ce serait bilan mitigé. C'est que le film au final, la partie comédie musicale est plutôt ratée malheureusement. Alors qu'il y a de beaux idées de décor, il y a aussi un décor mixé entre un studio et un procès, par exemple, il y a des petites idées comme ça. Mais c'est relativement un échec. Lady Gaga, c'est du mensonge, elle est très peu présente, alors que le concept était pas mal en plus du personnage. Joaquin Phoenix d'ailleurs est toujours aussi excellent dans le rôle. Par ailleurs, il a encore perdu du poids. Et j'ai l'impression qu'ils ont encore plus appuyé sur ça, avec ses pseudo-bases Eldange, avec ses muscles disloqués, etc. Donc vraiment, le gars, je sais pas comment il fait pour maigrir à ce point, mais Joaquin Phoenix, je le trouve toujours aussi excellent, pour le coup. Il joue la prolongation du premier film, et il rechante, alors qu'il n'avait pas chanté dans un film depuis 20 ans, depuis Walk the Line, où il jouait Johnny Cash dans ce film-là. Et je trouve que ça se voit qu'il s'amuse dans le rôle, qu'il fait plein de choses, qui l'intéresse, il imite des accents aussi, il s'amuse un peu. Et pour le coup, quand il est toujours aussi fidèle au rôle, et voilà, bon, il gagnera pas un Oscar cette fois, mais je serais pas choqué qu'il soit nommé. Là où Lady Gaga, on la voit tellement peu qu'il y a aucune scène où je me suis dit,
Oscar, tu vois. Non, oui. Tu vois. Mais il y a d'autres acteurs que j'aime beaucoup qui sont aussi dans le film. Il y a Brendan Gleeson, qui est l'acteur qui joue le garde. Et Brendan Gleeson, c'est vraiment cet acteur-là. Bah, c'est le gars, j'ai pas le nom de personnage, mais il jouait le gars qui était Borgne dans Harry Potter. Okay, c'était ce mec-là. Ouais. Et il a joué dans beaucoup de films à la irlandaise. Et là, ils ont bien donné son accent irlandais dans ce film-là d'ailleurs. Et c'est vrai, pour moi, c'est un peu le papy un peu Teddy Bear, tu vois. Et là, de le voir jouer un garde un peu dur envers Arthur, j'ai trouvé que ça lui allait bien. Tu vois, il était bien détestable. Tu vois, c'était intéressant. Et il y a aussi Catherine Keener, qui est l'actrice qui jouait, je sais pas si tu avais vu Get Out. Elle jouait la scène c'est son avocate, du coup. Elle jouait la scène du café dans Get Out, elle est très très bien aussi. L'acteur qui joue Gary était très très bon dans sa scène. On sent vraiment le vécu du truc, c'était super bien. Et le casting en général est plutôt bon. Il y a aussi, il y a un procureur qu'on va quand même garder pour la partie spoiler, mais bon, il y a quelques petits trèfles à l'univers de Batman, très très légère, parce que on reste sur un univers très réaliste. Mais voilà, c'est présent, donc voilà. Pour moi, bilan mitigé, c'est que l'acting, la DA est présente, c'est toujours aussi bien foutu. Je respecte beaucoup le côté méta, le message anti premier film que fait Todd Phillips. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il met tout ça derrière un peu du vide. Un semblant de vide qu'il n'arrive pas à combler avec une durée trop élevée et des parties pris qui malheureusement ne fonctionnent pas forcément. Mais au moins, c'est une prise de risque. C'est bien fait d'avoir essayé. Et ça fait bizarre d'enchaîner Megalopolis et ça. C'est vraiment des expériences. Je recommande pour l'expérience, en tout cas de Joker. L'expérience peut-être de vous faire insulter, si vraiment vous avez pensé le premier comme il le fallait pas. Mais une expérience, en tout cas. Alors, du coup, concernant mon point de vue, je trouve quand même intéressant ce film. Je le trouve intéressant sur plusieurs aspects. Déjà, rien qu'au niveau artistique, la direction photographique, etc. Et je trouve qu'il y a eu un travail hallucinant au niveau des couleurs, de la lumière, de la composition, tout ça. Donc déjà, rien que pour ça, allez le voir, vraiment. Et après, c'est vrai qu'on risque d'être déçu si on s'attend un peu dans la même DA que le premier. Moi, personnellement, je m'attendais vraiment à quelque chose qui ressemble au premier. J'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Et c'est vrai que j'ai monté mes attentes vraiment haut. Et du coup, oui, parce que le film nous prend à contre-pied. On s'y attend pas du tout à ça. On a une comédie musicale, etc. Et donc oui, c'est sûr que quand on a vu le premier, on sera déçu du deuxième. J'ai envie de dire, c'est normal. Mais de l'autre côté, ça reste quand même un film intéressant à voir. Il y aura peut-être pas beaucoup de surprises. Il y aura peut-être des petites surprises par-ci par-là qui peuvent être intéressantes, mais voilà, il n'y aura pas de grosses surprises. Mais voilà, donc au niveau mais déjà après, rien que pour la prestation de Joaquin Phoenix, allez le voir, quoi. Vraiment, c'est très intéressant. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma ? En vrai, moi, je pense que j'aurais pu laisser passer. En tout cas, il y a d'autres films à aller voir, je pense, plus intéressants. Si vous allez souvent au cinéma et que vous avez un abonnement, pourquoi pas. Mais si vraiment vous êtes le public lambda, on va dire, qui va une fois au cinéma, il y a d'autres choses à voir, je pense quand même. En tout cas, on a la preuve avec les chiffres en box-office. Et j'avais oublié de dire que Joaquin Phoenix est dans la sauce aussi, parce qu'il a quitté, il a un peu mauvaise réputation en plus, parce qu'il avait quitté en fait, il a quitté le tournage d'un film 5 jours avant le tournage. Et en plus, c'était lui qui avait instauré le projet, donc il a fait perdre de l'argent à toute une production qui ne va pas se faire sans lui, du coup. Et donc il a un peu des casseroles au cul, même durant le film Napoléon il a failli se barrer, durant le premier Joker il a failli se barrer, de ce que j'ai compris, et il s'est barré 15 jours avant le film Split de Shyamalan, et je savais pas que c'était lui qui devait jouer du coup le personnage de Split, et du coup McAvoy a popé, il y avait que 15 jours pour donner la giga performance qu'il a donnée dans ce film. Donc Joaquin Phoenix aussi, il faut qu'il réponde un peu de ses actes, qu'il ait un véritable procès, tu vois. Donc voilà, si tu fais la transition sans spoiler, on peut claquer les doigts. On va claquer les doigts, mais juste du coup pour dire au final, pour terminer sur ce que je voulais dire, je reste quand même un petit peu mitigé, voilà. Je crois que sur le ciné, j'ai donné un peu plus que la moitié, j'ai donné un petit 3, voilà. Moi, je pense que 3 sur 5, ça me paraît un film correct. C'est un film intéressant d'aller voir, mais c'est pas non plus exceptionnel. Après, moi, ce que j'ai apprécié quand même, parce que c'est vrai qu'on ne souligne pas forcément, ça reste quand même la prise de risque. On voit quelque chose de nouveau. Bon, moi, personnellement, ça m'a... Bon, j'étais un petit peu déçu, mais je reconnais que la prise de risque est quand même intéressant et qu'il a voulu changer un petit peu. Et ouais, pour ça, je le félicite en tout cas d'avoir pris cette prise de risque-là. Voilà. Et après, on peut claquer les doigts pour passer à la partie spoiler. On danse, non. T'as dit, il y a du coup spoiler. T'avais dit un truc qui était intéressant par rapport au fait que justement qu'il a tué sa mère en tant que Arthur, et que justement à la fois ça confirme davantage que le mec c'est un tueur entre guillemets, mais du coup je trouve que c'est intéressant qu'il le dise à la fin du film dans son dernier procès pour confirmer qu'il est plus le Joker mais qu'il est Arthur, qu'au passage il annonce qu'il a tué sa mère aussi, mais quand il était Arthur en fait, à la fois il annonce qu'il a tué une autre personne et c'est pas bien, mais de l'autre côté ça lui permet d'assumer qu'il est pas le Joker en fait.
C'est que oui, j'ai tué tous ces personnages en tant que Joker, mais ma mère, je voulais tuer ma mère, et j'étais en Arthur. Donc j'ai trouvé que cette idée-là était intéressante. Et oui, j'ai envie de parler de Lady Gaga, du coup. Moi, j'ai adoré l'idée, parce que moi, j'étais pas fan du délire des détenus. Côté détenu, ça, j'étais pas fan du tout. Et quand tu as le twist, où tu découvres qu'en fait, la meuf, c'est pas du tout une meuf qui a vécu dans le même quartier que lui, et qu'en fait, c'est une riche qui a fait des études en psychiatrie en plus, donc comme dans les comics où les psychiatres, et qui du coup est devenue tellement fascinée par l'image du Joker qu'elle s'est elle-même internée à Arkham. J'ai fait, mais dinguerie. En vrai, l'idée est super bien, parce que du coup, ça t'offre un autre point de vue un peu de ce que les gens ont vécu durant le premier film. C'est-à-dire les riches, par exemple. Les riches, tu vois, ils ont vraiment cette image un peu bourgeoise de la révolution, du coup d'État, tu vois. Elle a cette idée-là, en fait. C'est comme elle a vécu dans ce milieu-là, elle se dit, écoutez, je libère le Joker, on va faire des dingueries et on va faire un coup d'État et on va changer le monde, tu vois. Oui. On va monter des montagnes, on va élever des montagnes, tu vois. Et cette idée-là est intéressante. Et je trouve ça intéressant du coup que c'est elle qui ait l'ascendance sur lui et qu'à la fin, elle le rejette parce qu'à la fin, d'ailleurs, durant tout le film, je crois qu'elle l'appelle jamais Arthur, sauf durant la dernière scène. Ah, ok. Parce que ça, j'ai vu quelqu'un dire ça. Il y a que la dernière scène où elle dit Arthur, parce qu'en fait, elle, tout ce qu'elle veut, c'est juste le Joker. Et ensuite, quand Arthur, après le procès, débarque, il vient voir dans le fameux escalier, évidemment. Elle le rejette parce que c'est plus le Joker, elle est personne. Et ce que j'allais dire, c'est que c'est un personnage qui fait un peu une sorte de pèlerinage. C'est qu'elle revient dans là où le Joker était, elle revient dans les escaliers, elle revient chez lui, elle a réacheté son appart, elle se remaquille comme lui. Donc on est sur une forme de dévotion qui est dangereuse et qui fait que elle en a que pour le Joker en fait. C'est ça. Et c'est intéressant. Moi, elle est amoureuse du Joker et non pas d'Arthur. Oui. Et c'est intéressant parce qu'au début du film, Arthur il est Joker. Et en fait on se rend compte que Arthur va essayer justement de s'éloigner du Joker et de devenir lui-même. Et du coup, les attentes d'Harley Quinn justement, j'arrive pas avec les prénoms, c'est horrible, d'Harley, et justement ce ne sont plus les mêmes puisqu'elle a été tombée amoureuse de Joker et que Joker finalement disparaît au profit d'Arthur. C'est une histoire un petit peu de transformation et voilà, et en fait petit à petit on voit que son amour descend et va jusqu'à rejeter Arthur. Voilà. Parce que, et même, j'ai envie de dire un peu plus, c'est que, je sais pas si c'est vraiment une vraie amour ou si vraiment c'est plus de l'admiration, du côté psychologie du personnage, du côté un petit peu ambigu, comme si nous aussi, quelque part, on était un petit peu fascinés, c'est chercher le mot, fascinés par les tueurs en série ou par les personnes qui sont ambiguës, justement, on sait pas s'ils sont mauvais, mais quelque part, on est empathie envers eux. On essaye de comprendre et tout. Et je trouve que en fait, j'ai l'impression qu'elle était plus amoureuse de l'ambiguïté du personnage de Joker, d'un petit peu de cette façade médiatique que vraiment du personnage en lui-même, que d'Arthur. Je pense que tu as tout à fait raison. En fait, le Joker, ça aurait été un objet qui lui aurait permis d'aider à arriver à ses fins à elle, en fait. C'est qu'elle adore le Joker, mais elle adore le mythe, ce qu'il représente, pas forcément l'humain, quoi. Et c'est l'opposé des comics, où dans les comics, c'est le Joker qui tape. En gros, c'est une relation toxique dans les comics. C'est que c'est le Joker qui tabasse Harley Quinn, qui la traite comme un objet, et qui s'en fout d'elle. Harley Quinn, elle est vraiment amoureuse de lui, mais lui, non. Lui, il s'en fout, en vrai, d'elle. C'est un objet pour elle. Et là, ils ont fait l'inverse, et je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant, qui propose une itération intéressante de Harley Quinn. Petite déception un peu débile, c'est qu'elle a plein de designs différents dans le film, elle est jamais habillée de la même manière. Tous ces chara-designs juste pour s'asseoir dans un putain de tribunal. Tu fais bon. Après, je trouve que c'est intéressant parce qu'on la voit s'habiller de plus en plus en Joker, entre guillemets, au fil du film. Oui. Donc on voit sa transformation un peu petit à petit, jusqu'à la fin où elle se coupe les cheveux, elle part un peu en mode rébellion et je pense trahit le Joker. En fait, je pense que s'il y a possibilité de suite, ce serait avec elle, tu vois. S'il y avait eu, puisque elle est encore en vie. Et en tout cas, je pense que l'idéal du Joker persévérant reste en elle, quoi. Ce serait elle, j'imagine que s'il y avait une suite, par exemple, elle commettrait des actes que le Joker aurait peut-être fait si elle était comme elle pensait qu'il était. Il y a aussi une autre approche qui peut être, il y a une autre ouverture aussi possible, c'est que du coup, ce qu'on comprend dans le film, c'est qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de Joker. Ouais, mais ça, est-ce que c'est un mensonge ou pas ? Parce que Harley Quinn la ment très souvent à Arthur durant tout le film pour l'aider à arriver à ses fins et pour l'obliger à rejoindre son camp, entre guillemets, quoi. Oui. Donc, est-ce que le bébé... Moi, je pense que le bébé, c'est un mensonge. Mais ça voudrait dire, et justement, Arthur, il meurt avec cet état d'esprit-là, en mode, j'aurais au moins un fils, si c'est au moins que j'aurais laissé dans ce monde-là. Mais à tous les coups, c'est peut-être un mensonge. En vrai, il n'y a plus d'espoir pour lui, et c'est ça qui est intéressant avec le personnage de Harley Quinn. Et c'est pour ça qu'on la voit pas assez. On la voit pas assez. Et ils ont coupé des séquences avec elle aussi, donc c'est dommage, parce que je trouve que c'était intéressant. Surtout, il y a aussi une théorie que j'ai vue, c'est peut-être qu'elle n'existe pas.
Parce que c'est vrai qu'il y avait une séquence, tu vois, il y a la séquence où t'as Arthur qui est enfermé en isolation. Et ensuite il se réveille et t'as elle qui est là. Ça c'est typiquement la séquence de rêve où tu te dis jamais elle est là, genre. Donc et surtout c'est une scène un peu particulière parce que c'est la scène où voilà, ça cafouille un peu. Mais après je sais pas si ça c'était forcément nécessaire, mais bref, moi j'ai pas gueulé comme beaucoup. Mais c'est vrai que tu pourrais presque te demander si elle existe ou pas, tu vois. Parce qu'ils ont quasiment que des... Soit elle est avec lui, quasiment, soit elle est toute seule. Donc ça pourrait être des scènes que lui imagine. Donc c'est vrai que c'est une théorie à faire, après ça ferait peut-être un peu trop répétitif avec la voisine dans le premier. Mais c'est un truc intéressant quand même à relever. Ouais, ah oui, c'est une incarnation de la personnalité de Joker. Peut-être, ouais, c'est ça. Que finalement c'est la folie à deux. Ouais, c'est ça. Que la personnalité du Joker, finalement, quelque part, au bout d'un moment, il ne l'accepte plus. Ouais. Il y a un peu ils sont ensemble, unis. Ouais. La personnalité du Joker et lui sont vraiment unis jusqu'à la folie à deux, quoi. Ils sont vraiment tombés amoureux. Et au bout d'un moment, la personnalité du Joker a pris trop d'ampleur et rejette finalement Arthur. Oui. Et je trouve ça vraiment intéressant de dire que si, en tout cas, Harley Quinn, je vais y arriver. Harlequin, j'ai appelé Harlequin. Harlequin. C'est horrible. On va garder ça. Hein. Ok. T'es sûr? Non, on coupe. C'est moi qui décide. Harley Quinn, du coup, j'ai Harley Quinn. Représente un petit peu la personnalité du Joker et va finalement repousser Arthur jusqu'à le faire. En même temps, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Quelque part, la personnalité du Joker a tellement pris d'ampleur qu'au final, la personnalité d'Arthur disparaît. Elle est rejetée par le public. Oui, c'est ça. Justement, à la fin, dans sa dernière séquence de rêve, il est métaphoriquement tué par elle. Donc ça représente un peu ce côté, c'est elle le Joker et le Joker le tue, comme dans l'introduction du film à la Looney Tunes, qui était très cool, très bien foutu. D'ailleurs, c'est un Français qui a fait l'animation. Et mon pote et mon coloc qui fait de l'étude d'animation connaissait ce mec-là, donc Stephen. Okay. Et séquence d'animation qui est très très cool. En plus, c'est trop marrant que tu commences le film par les logos Warner, type Looney Tunes avec le Joker et tout. Et évidemment, ça te fait tout le topo sur tout ce que va être le film, c'est-à-dire une lutte entre le Joker et son ombre Arthur. C'est l'ombre qui prend tout pour lui et le Joker lui s'en sort entre guillemets. C'est vrai que le cartoon au début est très intéressant d'un point de vue où justement on parle de l'ombre qui le suit tout le temps finalement et que Joker essaie un petit peu de s'en débarrasser. Et il y a aussi il y a une scène aussi où il me semble c'est l'ombre qui tue sur l'animation. C'est pas Joker qui tue. Ouais, c'est l'ombre. C'est l'ombre qui tue. Ça, je trouvais ça intéressant. Ouais. Donc c'était une scène qui, en tout cas, si vous avez besoin d'une scène qui résume tout le film, entre guillemets, thématiquement parlant, c'est celle-ci. Le début, voilà, vous regardez les 5 premières minutes, vous avez regardé la suite du film. Ouais, en tout cas, si vous n'avez pas compris, voilà, c'est bien clair. C'est bien explicité. Ouais, c'est bien explicité. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Est-ce qu'on va direct sur la fin ? Après, il y a d'autres trucs à dire. Si, du coup, c'est un petit élément sympa. C'est sympa d'avoir Harvey Dent dans le film. Le procureur, du coup, c'est Harvey Dent, qui est double face dans les comics Batman. C'est le mec qui va être défiguré, qui va avoir la moitié du visage défiguré. Et donc, en vrai, ils en font pas grand-chose. Hein. C'est juste c'est le procureur qui veut que Arthur soit exécuté, quoi. Mais sinon, on n'en fait pas grand-chose. L'acteur fait le café. Après, j'ai bien aimé quand même la petite ref où à la fin, du coup, durant l'explosion de la bombe, on voit qu'il est défiguré de moitié. Ce qui veut dire que le mec devient quand même double face. Oui. Donc ils font la petite ref, un peu comme les Wayne où à la fin ils tuent les Wayne et c'est comme ça que lui deviendra Batman à l'avenir. Et oui, c'est ça que j'ai pas trop évoqué mais c'est aussi un truc à relever, j'ai apprécié qu'on a réussi à ramener le Joker en tant qu'entité également. Parce que le Joker, pour moi c'est ça, c'est une idée, tu vois, c'est pas vraiment un personnage tellement lui-même ne sait pas qui il est en fait. C'est une entité, c'est une idée qui persévère, qui perdure. Et j'ai trouvé ça intéressant à la fois en déconstruisant Arthur en Joker. Au final, on devient plus fidèle au Joker en créant ce côté entitaire. C'est que c'est un truc qui peut être partagé de génération en génération, jusqu'à éventuellement la génération où il y aura Batman éventuellement, tu vois. Parce que là, avec la fin du film, maintenant on peut imaginer, ça n'arrivera pas, mais un truc avec Batman plus tard, parce que le film se déroule dans les années 80, donc là, on peut imaginer les années 2000, etc. Notamment avec cette fin, je sais pas ce que toi tu as pensé de la fin du coup, la mort de Arthur. Il y aura juste un truc après, j'aimerais revenir après. De toute façon, on va parler d'autres trucs, là je suis dans le désordre. Ça marche. De la fin d'Arthur, du coup, de ce que j'ai pensé. Alors, la fin est prévisible. Oui. Totalement. Et je sais plus si c'est toi qui l'as soulevé, je crois que c'est toi qui l'as soulevé, dans le sens où la mort a été préméditée un petit peu. Le fait de l'avoir tué, c'est un peu les gardes un petit peu qui le jettent un petit peu sur le personnage. Ouais, comme si c'était une mort préméditée, parce qu'un truc qui est assez intéressant, c'est que Arkham. Je sais pas. Non, la ville c'est Arkham. À Gotham. À Gotham. La ville de Gotham.
Non, j'ai mangé les personnages. L'asile d'Arkham. Ah, un personnage. Ouais. La fille de Lady Gaga. Ah, Harley Quinn. Harley Quinn. J'y arrive pas. Tu vas y arriver. Ou pas. J'y arrive pas. Harley Quinn, voilà. Harley Quinn, justement, rejette Artus et a dit que ça y est, je me barre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les personnages, les deux gardes qui arrivent et qui disent justement que quelqu'un l'attend au comptoir. Enfin, du coup, voilà, on pense. Côté espoir. Il y a ce côté espoir là, et au final, on le tue comme si finalement il n'y avait plus d'espoir. Et du coup, on se pose la question, est-ce que c'était pas prémédité tout ça? Parce que de toute façon, qui c'est qui aurait allé voir Artus? Personne ne s'intéressait à lui, puisque la seule personnage finalement qui s'intéressait était sa mère, et était mort dans le premier. Ouais. Alors que tout le monde s'intéresse à Joker, mais personne à Artus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, les gens au début l'adoraient, et au final, vu qu'il se transforme en Artus, on veut le tuer en fait. Quand tu dis Artus. Rien ne va. Moi, je mettrai des photos de Artus derrière. Cette séquence, il n'y a rien qui va. Le Joker devient Artus. Ouais, C'est, on va tout le film français arrive. Wow. Le film français arrive. Mais oui, moi à la fin j'ai trouvé prévisible dans le sens où c'est le moment où Arthur, du coup, ouais. Arthur du coup il a plus rien pour lui, il a tout perdu, c'est fini. J'ai beaucoup aimé le moment où il se fait violer par les prisonniers, par les gardes. Et du coup il se rend compte que du coup t'as le seul mec qui était vraiment fan de lui qui se fait tuer par les gardes. Et du coup, il se rend compte qu'en fait, tout le message de rébellion que le Joker a porté, en fait, ça n'a rien changé. C'est que la société va toujours être corrompue, sera toujours corrompue, et jamais tu pourras défier la société. La société sera toujours vainqueur. Et c'est ça qui fait qu'il va changer d'avis et assumer qu'il est Arthur et pas le Joker. Et du coup, c'est ça qui va le tuer, c'est que du coup, Lady Gaga l'abandonne dans la fameuse scène des escaliers, qui était la scène qui signifie, justement, quand tu descendais les escaliers dans le Joker, c'était un symbole pour te dire qu'en fait, il descend en enfer, mais qu'il est bien en enfer. Oui. Alors que dans cette scène, il monte, ce qui signifie qu'il monte un peu vers la lucidité, on va dire. C'est vrai, t'as raison, c'est intéressant. Et donc c'est comme ça que ça révèle il redevient Arthur au final. Et c'est surtout que la mort, je trouve prévisible parce que c'est une mort de film de prison super cliché, quoi. T'as les gardes, viens Arthur, et là il se fait poignarder par un mec. Le seul ajout intéressant, c'est que du coup le mec qui le poignarde, c'est le futur Joker, quoi. C'est que le gars il a un rire qui fait très Joker et il se scarifie le visage. Il se fait le sourire de Glasgow. À la fin, et ça on le remarque. Et d'ailleurs j'ai vu ça aujourd'hui aussi, c'est qu'en fait à la fin du premier Joker, il devait se scarifier le visage aussi, Arthur, à la toute fin. Mais Christopher Nolan a dit que seul Heath Ledger devait faire ça. Dans The Dark Knight, il n'y a que lui qui fait ça, puisqu'il avait réalisé The Dark Knight. Mais maintenant que Christopher Nolan a fait Oppenheimer chez Universal et qu'il est plus chez Warner, Warner en fait pour le deuxième. Écoutez, Nolan il est pas là, fais ce que tu veux. Et donc là ce mec-là se scarifie le visage pour signifier qu'il est potentiellement le nouveau Joker, ou en tout cas une variante d'une idée qui va se persévérer petit à petit encore. Mais c'est juste la mort. Bon, évidemment il y a la mort où tout ce que lui a dit retombe sur lui. Il meurt avec une blague qu'on lui raconte, avec le You get what you freaking, je vais dire freaking pour la censure, deserve. Donc on lui sort toutes les phrases du premier film, mais ça reste une mort très cliché alors qu'on sait qu'ils ont tourné genre 3 fins différentes. Et on en connaît un des fins où à la base c'était Lady Gaga Harley Quinn qui aurait dû le tuer dans la séquence des escaliers. Et après on sait pas comment, mais moi j'imagine la scène où t'as Lady Gaga qui le rejette et qui le pousse des escaliers. En vrai imagine la séquence des escaliers qui est genre devenue la séquence la plus culte du premier film. Et imagine la fin de ce Joker là, c'est lui qui tombe des escaliers, genre. Je trouve qu'en termes de symbolique, de mise en scène, d'idées, ça aurait été tellement plus intéressant et plus impactant que je me fais poignarder comme un vulgaire prisonnier, tu vois. Et donc, moins prévisible aussi. Et moins prévisible aussi. Parce que c'est vrai que là, le coup de poignard, voilà, il y a 2 gardes qui l'emmènent, un coup de poignard. Ouais, non, il manque d'originalité dans ce coup-là. Ouais, Mais c'est comme ça, c'est vrai que, mais j'ai envie de dire, c'est tout le film qui est comme ça finalement. Oui. On manque de suspense. Oui. Vraiment. C'est juste des réponses par-ci par-là. Et voilà, on a apporté un personnage pour dire qu'on fait un deuxième, mais finalement on s'intéresse pas vraiment à ce personnage. On s'intéresse à la réponse du premier qui a des éléments supplémentaires qu'on ajoute. C'est ça, c'est comme tu dis, une réponse. Oui. Est-ce qui c'est qui a tué, qui n'a pas tué. Enfin, ouais, c'est vraiment une réponse et c'est vrai que faut pas s'attendre à des surprises. Oui. Et il y a toujours les idées de mise en scène, comme j'évoquais, comme le fameux plan de la bande-annonce où on te fait le petit sourire sur la glace, tu vois, qui bien sûr en termes de coordination, etc., c'est très bien foutu. Et il y a une autre idée de plan que j'ai oubliée, mais que je mettrai probablement en montage si ça me revient pas. Mais oui, il y a aussi, comme je t'ai dit, la séquence avec Gary, c'était intéressant parce que Gary, comme j'ai dit, il avait une pathologie comme lui, et c'est un nain, et au final, il l'a épargné à cause de ça, parce que c'était le seul qui l'aimait bien.
mais en l'épargnant, bah, en fait, il l'a traumatisé, c'est que le gars il a plus de vie, parce que le gars il est traumatisé par ce qu'il a vécu, il stresse trop, il peut plus faire en gros, il a quand même gâché sa vie en fait. Et je trouve que ça met vraiment en question le personnage du Joker, bah, qui avec ça, et avec le fait que t'as son collègue prisonnier qui meurt dans le film, bah, qui remet en question bah, qu'en fait, lui, il vaut peut-être pas mieux que la société en fait. Non. Donc, et c'est ça c'est une remise en question qui est intéressante pour le coup. Là où les scènes où on ramène sa psychiatre, on ramène sa voisine, bah, c'est relativement répétitif. Et c'est vrai que j'aimais bien cette séquence-là où il revient en Joker, où il se dit bah maintenant je vais me défendre moi-même, comme d'ailleurs le tueur, c'était lequel de tueur? C'était le Ted Bundy, je crois que c'était Ted Bundy qui s'était défendu lui-même au tribunal, bon ce qui n'a pas marché bien sûr, mais du coup j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait se défendre lui-même c'était juste synonyme de juste faire le show, c'est que le procès ça devenait un spectacle. Oui, c'est ça, c'est ça c'était fun. Cet aspect où justement il a besoin de se montrer. Cette ouais, envie où, quelque part, psychologiquement, il a besoin de l'attention des autres pour exister. Et il va exister à travers ce personnage. Il voulait jusqu'à présent exister à travers de Joker et il se rend compte que bah, le personnage de Joker ne lui correspond pas. Donc il a envie d'exister à travers Artus. Le problème, c'est que tout le monde le déteste finalement. Quand il vient Artus, tout le monde le déteste. Et parce qu'au début, il va venir justement maquillé. Oui. Au début, il est Joker. Et tout le monde l'admire. Oui. Mais quand il devient Artus, quand il enlève ce masque-là, bah, plus personne ne le veut. Oui. Tout le monde le rejette. Surtout que justement dans sa confrontation finale avec Lady Gaga, t'as Lady Gaga qui est genre dans son design final, full maquillé, et t'as lui qui est démaquillé justement. Oui. Et d'ailleurs du coup, et justement bah, quand il revient en Joker pour la première fois, bah, il est fringué en violet, du coup le code couleur du Joker on va dire. Et la deuxième fois qu'il revient, quand il sait qu'il va annoncer qu'il est Arthur, bah là il est pas fringué comme ça. Il a le maquillage un peu. Mais sinon, bah, il est fringué en gris-jaune, quoi. Il y a des codes couleurs qui sont plus moroses, entre guillemets. Donc c'est intéressant. Et puis, ouais, le code couleur bleu et jaune revenait aussi dans la séquence. Ça faisait très chanter sous la pluie. La séquence où ils font genre qu'ils vont s'évader à Arkham. Et c'est la première fois qu'ils s'évadent avec Lady Gaga, où Lady Gaga met le feu. À la petite projection, ou l'appareil opposition bleu-jaune avec les flammes dans l'asile, qui était intéressante. Mais là aussi, on a l'impression que c'est une séquence d'évasion, mais c'est juste une séquence qui est là pour qu'ils se montrent devant les caméras également. Parce que justement, ils sautent sur les grillages pour que tout le monde puisse les voir, par exemple. Ça grippe. Bon, en fait, au final, oui, c'est ça. Mais c'est un paradoxe parce que ce film-là, du coup, comme j'ai dit, tue beaucoup de l'ambiguïté du premier. Mais paradoxalement, veut essayer de montrer à fond qu'on est sur un truc un peu imaginaire ambigu avec les comédies musicales. Mais le problème, c'est que tout est trop explicite. Moi, il y a un truc justement quand on revient sur l'ambiguïté. Oui. C'est même aussi la mise en scène quelque part, elle est ambiguë. D'un côté, la comédie musicale, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de très romantique, très travaillé. On raconte une jolie histoire et tout. Et il y a une scène aussi qui m'a choqué, qui était vachement crue. C'est la scène un petit peu de sexe avec dans la prison. Oui. Je l'ai trouvé vraiment cru. Et il y a un petit peu du coup cette ambiguïté entre côté très romantique de la comédie musicale, où on nous raconte une belle histoire, ou une histoire d'amour, le coup de foudre et tout. Oui. Et cette scène-là qui prend un contre-pied vraiment cru dans la prison, où voilà. Ouais, je trouve ça intéressant un petit peu le contraste qui existe. Ouais. Bon, c'est vrai que le film fait très, bon c'est pas un remake non plus, mais ce film-là est déjà plus inspiré, même si ça s'inspire beaucoup de films, notamment une comédie musicale de Coppola. C'est pour ça que Coppola d'ailleurs a beaucoup aimé le film, ce qui était marrant parce que Megalopolis se fait défoncer aussi. Ouais. Mais oui, c'est vrai que le film fait pas mal penser à Vol au-dessus d'un nid de coucou, le chef-d'œuvre de film de prison avec Jack Nicholson, un acteur qui a aussi joué le Joker par ailleurs. Et donc il y a cet aspect-là qui est intéressant, et encore comme idée de mise en scène qui symbolise ce que tu dis, c'est par exemple quand on le rase, bah il se fait couper. Et du coup, t'as le sang qui repart et ça lui fait un sourire triste, en gros. Donc, il y a plein de petites idées comme ça qui symbolisent le côté, il est triste, quoi. Surtout, déjà, on joue toujours aussi bien avec son rire, qui est une pathologie qui fait, quand il rit, il rigole quand il est triste, souvent. Donc, ça marche toujours aussi bien. Et voilà, donc, je trouve que c'était des aspects qui étaient essentiellement intéressants par rapport au film. Et aussi, du coup, le personnage est souvent dévalorisé, il se fait beaucoup tabasser, il se fait violer, en tout cas, c'est suggéré. Il est très souvent torse nu ou à poil dans le film. Première scène du film, on le voit, il vide, j'imagine, son urine, quoi. Tu vois, avec le seau d'eau ou je sais pas quoi. Donc, on fait tout pour vraiment le dévaloriser, et puis quand il revient en Joker, au final, ça marche pas. Et justement, t'as la scène symbolique où il se fait kidnapper par ses suiveurs, on va dire. Donc t'as un mec qui est fringué en Joker qui le suit, et évidemment c'est lui qui course sa deuxième personnalité entre guillemets, tout est symbolique là-dedans. Donc c'est un film qui est intéressant. Après, est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon film ? Voilà.
téléportation, mais baby. Donc on voyage beaucoup dans cette review, comme vous pouvez le voir, on danse, on gesticule un peu partout. Nous sommes dans nous sommes dans l'imaginaire, on change de monde à chaque fois. Et oui, je voulais dire, oui, la musique est pas ouf. Alors que le premier avait eu l'Oscar, c'était Hildur, je vais mal dire son nom, désolé, c'était Madame Hildur Guðnadóttir qui avait eu l'Oscar, qui est une Norvégienne, je crois. Et la musique était super cool dans le premier, dans celui-là, c'est juste une extension du premier. Et il y a très peu de musique parce que tu as beaucoup de chansons qui sont reprises à cause de la partie comédie musicale, qui fait que c'était plutôt décevant. Voilà, partie musique. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, la musique, c'est un point. Mais tu es d'accord? Oui, au niveau de la musique, c'est très très décevant. Puis en plus, tu me disais aussi avec il y a des reprises, il y a 8 ou 8 reprises et tout, donc c'est pas très intéressant de ce point de vue-là. Oui. Après, je sais que déjà dans le premier, la musique est très importante dans le film, notamment quand quand il a tué, si je me trompe pas, quand il a tué les trois mecs dans le métro, il va aux toilettes et là déjà on voit que la musique est importante. Oui, voilà. Ça aurait été symbolique. Tout est symbolique dans dans cette review. Mais oui. Donc oui, l'idée de en vrai, l'idée de la comédie musicale et de la musique est je sais pas. En fait, je suis un peu mitigé. C'est logique, mais c'est mal fait. C'est logique parce que la musique est quand même dans le premier très important, mais c'est mal fait. Oui, clairement. La comédie musicale, voilà, je suis un petit peu déçu. Voilà, écoutez. Bon, du coup, nous n'aurons plus de suite, donc cet univers prend fin. Et toi, Philippe, ça dit qu'il allait plus revenir pour faire d'autres choses. Donc maintenant, nous allons revoir l'univers d'ici revenir, renaître. Donc voilà, écoutez, comme on l'a dit, bien mitigé. On va pas répéter ce qu'on a dit en sens spoiler. Donc je pense que nous sommes tout bons. Donc bilan mitigé pour ce Joker Folie à 2, mais intéressant, tout du moins. Donc, juste mitigé, mais quelque part ça nous soulève aussi des questions sur nous-mêmes. Je trouve ça intéressant finalement. Bon, après dans ces cas-là, je parle aussi du premier et du deuxième, mais l'idée par exemple d'un masque un petit peu quand on est en public, c'est un peu aussi quelque part oui, c'est intéressant parce que finalement quand on est en public, nous aussi quelque part on porte ce masque, mais est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes? Et même quelque part aussi avec Lady Gaga quand ils sont amoureux et quand ils essayent un petit peu de se séduire, c'est vrai que quand en séduction quelque part on porte un masque finalement pour plaire à l'autre, mais est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes? Pas forcément. Et après quand on rentre un petit peu plus, quand on se connaît un peu plus, on apprend que finalement on est souvent déçu en amour. Et ça c'est vrai en fait, simplement parce que le masque il tombe et on monte la personnalité et finalement il y a un petit peu cette déception là. Donc je trouve ça intéressant c'est un peu cette analogie là de dire on porte un masque en société et qui est des fois différent de notre vraie personnalité. Voilà. Tout à fait. We live in a society, comme on dit. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce fameux Joker Folie à 2. Et avez-vous aimé, avez-vous détesté? Et donc, je remercie beaucoup Mathieu d'avoir participé à cette critique. J'espère que tu as apprécié. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, j'étais super content de l'avoir fait. Voilà. Dans la critique et tout. Voilà. Donc, bon courage pour le montage parce que moi, je pars un petit peu dans tous les sens. Mais voilà. Et écoutez, nous on se retrouvera pour d'autres critiques l'un de ces quatre. On aime la vie. Oui, et puis j'oublie quelque chose, n'hésitez pas aussi à commenter, à dire aussi en commentaire ce que vous pensez aussi du film. Et puis à liker, à vous abonner, bien sûr. Et donc, comme on dit, that's life. Et nous allons danser. Voilà. Allez, ciao. Ciao. On fait un petit claquement de doigts peut-être. Allez.